bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes PDG de Prime Finance, la société de gestion de fonds de matières premières. Effectivement, le pétrole, c'est assez logique finalement, qui pâtit un petit peu des difficultés macroéconomiques des États-Unis au travers des différentes stats. Alors on a vu notamment au cours des 48 heures des mouvements assez marqués. Et pour vous, mais alors vous allez nous expliquer tout ça, Médéric, on vient peut-être d'entrer dans une semaine qui sera décisive pour savoir quelle direction prendront les cours du pétrole à court ou moyen terme. Expliquez-nous ça, Médéric. Oui, vous avez raison. À ce jour, je pense que le pétrole a légèrement corrigé, mais il peut être considéré comme restant cher en regard des corrections qu'il y a sur les autres marchés. Si on considère qu'il y a trois composantes majeures dans le prix du pétrole. Je veux dire l'adéquation entre la consommation et l'offre, l'état des stocks stratégiques ou putatifs, et puis l'anticipation macroéconomique. On a vécu ces derniers temps en travaillant surtout sur les deux premières composantes, l'adéquation de la consommation à l'offre. Donc là, on a étudié, en tout cas la recherche de Prime a étudié quelles étaient les possibilités de substitution du pétrole libyen, comment l'Arabie Saoudite pouvait adapter sa production, etc. On a travaillé beaucoup sur cette composante-là. Et puis on a vu dans un deuxième temps l'approche stock, et on a été un peu surpris de voir que on libérait des stocks stratégiques sur le marché pour essayer d'influer sur le cours, bien que en termes de quantité c'était peu marqué. Donc après c'est les réserves qui sont déclarées par les pays et qui peuvent faire évoluer le prix du pétrole. Dans lequel on a pioché très récemment d'ailleurs, du côté des États-Unis notamment. Tout à fait, oui. Tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, on a beaucoup travaillé ces deux composantes-là, et on se retrouve avec la composante en fait d'anticipation de ce que va pouvoir faire la macroéconomie sur les cours du pétrole, et on avait des anticipations qui étaient un peu contradictoires. Mais sur ces derniers jours, c'est-à-dire sur les 48 dernières heures, on est tous en train de parler de l'évolution du contexte macroéconomique. Le scénario qui était peut-être contrasté jusqu'à maintenant se dégage plus sous forme de consensus un peu pessimiste. La consommation est à la baisse, la croissance est plus faible que prévu. C'est le scénario pessimiste qui l'emporte. Donc c'est normal que le pétrole, dans un scénario pessimiste, corrige. Et pourtant, malgré ce que vous venez de dire, moi je me pose la question, est-ce que cette correction est suffisante? A priori, elle devrait aller plus loin. Et je trouve que les cours du pétrole résistent plutôt bien. Alors, ça me fait poser une question, c'est si dans un contexte macroéconomique où le pétrole devrait corriger un petit peu plus, il ne le fait pas, c'est peut-être que derrière les informations qu'on a étudiées préalablement, il y avait des informations qui n'étaient pas totalement fiables. C'est-à-dire que on est peut-être plus tendu qu'on l'imagine sur l'adéquation offre-demande, et que les stocks dont on dispose sont peut-être pas suffisants. Et donc, les jours qui viennent vont être riches en enseignements et vont nous donner la clé du cours du pétrole qui, si il ne corrige pas, alors révélera qu'il y a une hausse potentielle qui est peut-être bien plus forte que ce qu'on avait imaginé jusqu'à maintenant. Riche en enseignements, Médéric, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va regarder de précis dans les prochains jours finalement? Pour moi, où le pétrole retourne dans la fourchette 75-85 $, qui est la fourchette qu'on avait souvent évoquée, nous, chez Prime Finance. Qu'on n'a pas été testé depuis un petit moment. Qu'on n'a pas été testé, oui. Et donc, là, dans ce contexte-là, qu'on devrait aller tester. Et si on n'y va pas, alors mon sentiment, c'est que le pétrole conserve un potentiel qui est élevé. C'est-à-dire plus élevé que... c'est qu'on retournera dans la zone de 110, 115 $, oui. Comme on l'avait fait début mai. Donc pour vous, on entre dans une semaine, alors on va dire 6, 7, 8 jours, mettons, qui seront cruciaux pour voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Qui vont être révélateurs du contexte du marché du dollar et des positions des différents intervenants sur ce marché-là. Et puis une inquiétude, enfin pas une inquiétude effectivement, mais une inconnue plus exactement qui commence à revenir sur le tapis. On verra notamment Monsieur Bernanke s'exprimer la semaine prochaine, mais aussi d'ici là peut-être les chiffres américains, et on en parlait tout à l'heure avec Françoise Rochette, peut-être l'éventualité de ce QO3 dont on commence
commence à parler, en tout cas il y a une intense action de lobbying de certains milieux financiers américains pour un QE3 sous une forme qui évidemment qui reste à déterminer, mais qui pourrait avoir évidemment un sens et une influence certaine sur l'évolution du cours du pétrole si d'aventure la Fed annonçait de nouvelles mesures. Hein. Oui, vous avez raison. Il y a un lien qu'on a pu constater et qui réapparaîtrait à nouveau. Maintenant, le débat sur le QE3, en fait, on en parle aujourd'hui, oui, bien sûr, mais il a déjà commencé dès que on évoquait la fin du QE2 et que le QE2, la fin, elle se profilait. On a tous imaginé que un QE3 était possible, mais pris seul, c'est un espèce de constat d'échec. On a fait QE1, QE2, et pourquoi pas QE3, mais je pense qu'on se projette pas suffisamment dans l'esprit des Américains, qui est une approche qui est beaucoup plus pragmatique et pour eux, le QE3, enfin c'est mon interprétation, le QE3, ils l'ont fait passer au second plan. Ils ont avant tout regardé qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire face à la dette à laquelle ils sont confrontés. Et ils ont pris conscience que cette dette, elle était bigrement importante et qu'il fallait aller de l'avant. Donc le combat, il s'est déroulé autour de l'approche pragmatique dont on connaît les solutions, qui sont les coupes budgétaires et qui étaient préconisées par les républicains, et l'augmentation des impôts qui était défendue par les démocrates. Et c'est une bataille plutôt politique à l'occasion des futures élections dans laquelle on peut penser que le compromis s'est fait uniquement sur la chronologie de ces actions-là, pour que les deux parties puissent y trouver leur compte. Mais je pense, moi, que les républicains savent qu'augmenter les impôts s'imposera, et que les démocrates savent aussi que des coupes budgétaires seront aussi nécessaires. Mais si vous m'avez suivi sur ce plan-là, oui. L'ordre et les arbitrages seront les variables d'ajustement, mais les deux mesures sont récessives. Donc il faudra envisager une forme alors je ne sais pas quelle forme, je dis une forme de manière indéfinie de QE3, qui sera d'accompagnement et qui sera à décider en complément une fois que les modalités des mesures, des deux premières mesures qui seront décidées, c'est-à-dire faire les arbitrages, les coupes budgétaires et les augmentations d'impôts. Donc ça, c'est la priorité. Et le QE3 viendra après comme mesure d'accompagnement pour stimuler la croissance, alors que les deux premières mesures sont récessives. Et en stimulant la croissance, on aura effectivement des risques inflationnistes. On fera peut-être pas aussi bien que dans le QE1 et QE2. Arrive au troisième, il faudra le faire avec précaution. Et sans doute que au-delà des risques inflationnistes, il y aura de nouveau un intérêt des capitaux à s'orienter vers les actifs réels et donc soutenir les cours des matières premières. Ça me semble d'une logique implacable. Et voilà, avec les incidences dont on parlait évidemment sur les matières premières et donc notamment sur le pétrole. Merci beaucoup Médéric de Vasselot d'avoir été avec nous pour évoquer cette problématique pétrole avec